Hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. La prochaine séance s'appelle Sublimer l'apprenant qui sommeille en nous. C'est peut-être sublimer les visiteurs qui sommeillent ici. Donc, j'aimerais bien que vous attachiez vos ceintures parce qu'on va voler haut. On va voler haut avec Michel Barabel. C'est l'éditeur adjoint de Mag RH, aussi de Sciences Po. Et aussi, c'est l'auteur principal d'un MOOC qu'on vous offre avec la magazine sur la réforme de la formation. Donc, si vous voulez vous former sur ce sujet, avec Michel, il y a un MOOC magnifique à votre disponibilité. Donc, je vais passer le micro à Michel, qui va nous sublimer. Écoute, si j'avais ce pouvoir. Merci Sally, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous. 2 séquences, un petit temps d'introduction malheureusement un peu descendant. On va partager quelques points ensemble. Et puis après, la battle, le chat show autour des mythes et réalités en learning. Alors désolé, je resterai un peu près de l'ordi parce que mes slides sont là. Premier point que je voulais partager avec vous, mais qui est maintenant largement consensuel, c'est vrai qu'on est dans un environnement où les choses vont plus vite, le rythme des transformations est dynamique, et donc on a abouti à 2 grosses conséquences pour moi. La première, c'est que la barrière à l'entrée sont plus faibles que par le passé, donc les entreprises ont plus de risques de voir émerger de nouveaux entrants, où ils ont plus de difficultés à protéger leur position. Puis les barrières à l'entrée des individus, le diplôme, le portefeuille de compétences qui pouvaient protéger à un moment, une durée de vie plus courte ou protège moins qu'avant. Donc on a vraiment cette image, vous voyez, cette baignoire, si on prend le portefeuille de compétences d'un individu, qui préalablement était un stock, le bouchon était fermé, donc on a accumulé du savoir, puis aujourd'hui c'est une baignoire percée, et donc on doit en permanence renouveler ses compétences pour pouvoir préserver notamment son employabilité. Derrière, du coup, vous voyez, le portefeuille de compétences des collaborateurs bouge, prend une forme de T où on a très clairement ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques dont la durée de vie se réduit. On dit aujourd'hui qu'on est sur une moyenne de 3 ans, mais certaines sont à 3 mois, d'autres sont à 10 ans. Donc il ne faudrait pas considérer que toutes les compétences ont la même durée de vie. Et puis en haut, les soft skills, les compétences comportementales, qui elles seraient le SLOC, qui aurait une durée de vie illimitée. Et au sein de ces compétences, une centrale qui serait la capacité à apprendre, qui serait la compétence première de n'importe quel individu pour préserver son employabilité dans le monde. Du coup, la loi à venir, on n'en parlera pas trop parce qu'on n'est pas dans le juridique, c'est structuré quand même autour de ces 4 postulats qui est durée de vie plus courte. Donc si on n'apprend pas, on devient rapidement inemployable. Tout le monde est concerné, même les polytechniciens, même les docteurs, même les bacs plus 10, et en l'occurrence les sous-diplômés aussi. Donc les mêmes droits pour tous, l'appli CPF, etc. C'est dans la main avant tout du collaborateur, même s'il y a de la co-création, co-responsabilité avec l'employeur, avec des structures publiques. Et sans employabilité, pas d'entreprise apprenante et donc pas de capacité des entreprises à être compétitives par rapport à la nouvelle donne de cet environnement. Et donc on entend parler un peu partout, avec une énorme faute d'orthographe, l'affaire est entendue avec un E, parce que comme je l'ai mis dans 12 slides, vous allez avoir 12 fois celle-là. On entend vraiment parler de cette idée qu'on doit tous devenir des apprenants permanents, des serial learners. On a une injonction tous à être en capacité d'apprendre. Et on pense que pour ça, la solution, c'est une appli, c'est de la réalité virtuelle, c'est de l'IA, c'est du digital learning, du mobile learning, du nano-learning, et ainsi de suite. Mais dans tous les travaux aujourd'hui des 5 dernières années en recherche, on se rend compte que le premier frein d'un apprenant dans ses capacités à devenir un serial learner, c'est sa peur. En gros, vous pourrez mettre n'importe quel dispositif. Si au préalable, l'individu a un présupposé négatif sur ses capacités de réussir l'apprentissage, s'il considère par exemple que des capacités cognitives c'est rigide et que même si on se forme, on n'arrive pas à la développer, on ne créera pas de désir chez lui parce qu'il n'a pas envie d'être en situation d'échec. Et donc, on peut désintermédiariser, on peut faire des super applis, mais le premier temps, c'est travailler l'individu pour le réassurer et arriver à sortir de cette spirale de la peur. J'ai échoué, je ne veux pas apprendre parce que j'ai peur de rééchouer. Et donc, on a un deuxième point par rapport à ça et qui est intéressant, c'est que les recherches, là pour le coup, en sciences de l'éducation, nous disent qu'un serial learner, c'est un individu qui est capable d'aller chercher les ressources là où elles sont.
Par exemple, je suis capable de décrypter la loi à venir et d'identifier très clairement qu'il y a un dispositif qui s'appelle la proa et je vais la préempter par rapport aux autres. Or, sur ce concept là encore de serial learner, différentes études nous montrent plus on est serial learner, plus on est diplômé, plus on saura où aller chercher la bonne ressource pour se former et du coup créer des avantages concurrentiels qui, quoi qu'il arrive, la loi, même en donnant les mêmes droits pour tous, n'arrivera pas à réduire. Donc comment on arrive à donner le même niveau d'information, le même niveau de capacité à aller accéder aux bonnes ressources. C'est le deuxième frein au fait de devenir tous des serial learners. Et là, pour le coup, on en reparlera. Peut-être que l'IA a un rôle dans cette capacité à flécher, à orienter, à décoder des environnements complexes, notamment pour ceux qui sont le plus éloignés de ces capacités d'apprentissage. Donc la peur, accéder à des ressources. La troisième, et c'est intéressant parce que c'est vraiment des travaux qui deviennent de plus en plus importants, c'est que pour être un serial learner, il faut être capable d'être dans une posture, comme le penseur de Rodin, réflexive. À savoir, je suis capable de me dire que ce programme de formation fait sens, va servir un projet, va me générer du plaisir, va me permettre de changer d'emploi, et ainsi de suite. Et qu'on n'est pas tous égaux devant la capacité à avoir une posture réflexive et à réfléchir en amont d'une action de formation sur le sens, par exemple. Si on me met des contenus en libre service, mécaniquement, je peux y aller sans m'être posé la question de pourquoi j'y vais et à quoi ça va servir. Donc là encore, adopter une posture réflexive, c'est un troisième frein à lever après la peur et l'accès aux ressources pour faire de nous des serial learners. Donc, vous voyez, sujet complexe au final. Donc on reste dans les travaux sur l'apprenance et notamment l'école de l'université de Nanterre et Philippe Carré de cette idée de se dire que être un apprenant, c'est de savoir apprendre, avoir les méthodes, les techniques, savoir qu'il ne faut pas en apprendre trop, savoir qu'il faut faire ci ou ça, vouloir, j'ai envie de, et bien sûr pouvoir, je suis dans un contexte où je ne suis pas surchargé de boulot, je n'ai pas trop d'autres éléments qui m'empêchent, je n'ai pas un manager qui dessert mes capacités. Donc quand on parle de serial learner qui permet de développer des entreprises apprenantes, en fait on cherche à considérer qu'il y a 3 dimensions qui vont interagir. Un individu, motivé qui sait, qui peut et qui veut, au sein d'un groupe qui va, dans le pair à pair et dans un certain nombre de dynamiques d'intelligence collective, lui permettre de se mouvoir et d'apprendre, au sein d'une entreprise qui reconnaît l'apprentissage, qui le valorise. Mais c'est d'abord le premier qu'il faut aller chercher avant d'aller travailler des environnements capacitants. Et la recherche là aussi, c'est très intéressant, dit qu'en fait c'est les 3, et donc plus vous voulez tendre vers une entreprise apprenante, plus vous devez exceller sur ces 3 niveaux. Et à contrario, si vous n'en avez qu'un, vous le serez un peu, mais vous ne serez pas dans le modèle global de l'entreprise apprenante. Par rapport à ça, je suis passé assez rapidement, on nous dit qu'un serial learner, l'une de ses grandes qualités, c'est la pensée critique, la pensée systémique, la capacité à prendre du recul sur les choses, la capacité à prendre de la distance. Et donc si vous proposez aux gens des formats courts, si vous dites que les jeunes ne regardent plus que des vidéos, et donc il faut leur donner du vidéo, si vous dites qu'ils n'aiment pas être passifs comme vous là en ce moment, donc il faut les faire bouger, se lever, il y a le walking learning en ce moment, j'apprends en marchant parce que ça oxygène mon cerveau, ils vont avoir une super expérience apprenante, mais est-ce que ça développera leur esprit critique, leur capacité à penser de manière complexe et transdisciplinaire? That is the question, et c'est pas sûr. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas faire ça. Ça peut peut-être régler la peur, mais ça ne permettra pas d'aller chercher un certain nombre de compétences. Je continue avant qu'on aille sur nos chat sessions sur le niveau de l'organisation. On sait là aussi très clairement qu'au-delà des limites de l'individu, le premier frein au savoir, c'est le sentiment d'insécurité psychologique de l'apprenant. Mon chef se fout de ma gueule quand je parle en learning. On me demande d'essayer, mais quand je fais une erreur, je suis sanctionné. J'ai investi dans un learning, mais ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment ce préalable à toute entreprise apprenante qui est de créer des climats favorables qui encouragent la sécurité psychologique. Et après, bien entendu, et là on a souvent des nœuds et des problèmes, en tout cas moi dans les organisations que je vois, il faut que les leaders soient exemplaires, il faut qu'eux-mêmes soient des serial learners pour donner envie aux autres de l'être, sinon l'individu étant plutôt assez intelligent, il va se dire mais le grand chef l'est pas, alors pourquoi je devrais l'être si lui il a réussi sans l'être et ainsi de suite. Et parfois c'est là que ça bloque. Des comex qui ont une injonction à l'apprenance mais qui eux-mêmes n'en sont pas. Donc vous voyez que cette mécanique des 3 niveaux est compliquée. Dans ce contexte-là, un petit focus sur l'IA. On a aujourd'hui identifié 8 principaux usages de l'intelligence artificielle dans le learning.
Le premier, bien sûr, c'est la personnalisation et le fait de pouvoir pousser des contenus différents aux individus. Deuxième, c'est de la data. Notamment, il y a des travaux extrêmement intéressants sur les décrochages dans les MOOC, et c'est vrai que des applis IA permettent d'anticiper ceux qui vont décrocher assez vite et d'aller les rattraper. Les tests adaptatifs, comme le font Pix, qui permettent, en fonction d'une question, d'en poser une autre et de faire avoir une expérience dans le test différenciée selon son niveau, est intéressant. Je suis tombé récemment sur une étude assez intéressante où l'IA permet de transformer un quiz de 20 questions en 8 questions pour arriver à exactement le même niveau de positionnement. Donc l'IA au service d'examens moins longs pour pouvoir positionner un apprenant. L'IA peut nous permettre demain de faire un groupe hétérogène d'apprentissage pour s'assurer que dans le pair à pair, ils auront l'expérience la plus riche en définissant des profils différents. Ça peut travailler l'ancrage mémoriel en se disant qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont assez enthousiasmantes quand on les voit comme ça. Ce qui est intéressant avec les travaux qu'on a pu tester, qu'on a pu avoir, et notamment vous le retrouverez dans le Maguerage d'Olivier Ezrati, il montre bien en fait que l'IA, ça apporte surtout une aide sur la dimension cognitive de l'apprentissage. Trouver, flécher, avoir un bot qui m'encourage 24 heures, mais que sur la dimension socio-affective, motivationnelle et métacognitive dont on parlait tout à l'heure, qui sont des préalables au serial learner, c'est un mélange, voire l'homme reste en leadership sur cette position. Avec une question qui est extrêmement intéressante, c'est quand on confie à l'IA des tâches, on appelle ça de l'externalisation cognitive, il va y avoir des écarts qui vont se creuser entre ceux qui vont prendre ce temps pour apprendre mieux et plus, et ceux qui vont apprendre moins, avec des écarts que l'IA va renforcer entre les serial learners et les autres. Ça soulève beaucoup de questions, hein. Pour finir, on sait qu'il faut diversifier nos méthodes pédagogiques, qu'on n'a pas une méthode supérieure à une autre et que c'est dans cette capacité à les combiner plein de choses, de l'expérientiel, du pair à pair, de la FES, du mobile learning, de l'IA, de la réalité virtuelle, qu'on arrive à créer une expérience apprenante impactante. Et on sait aujourd'hui qu'on doit désiloter, être de plus en plus transdisciplinaire. Et quand on dit transdisciplinaire, dans une formation en gestion, y mettre de l'art, de la philosophie, du sport, pour pouvoir aller travailler un individu à l'ancienne, quoi, comme pour les élites grecques, dans son intégralité. Vous voyez, sacré challenge. Notre show est lancé. Est-ce que... Qui est choqué par ce qui vient d'être dit en disant « je ne suis pas du tout d'accord » puisqu'on va fighter maintenant? Ouais, je les ai impressionnés, Sally. Hein. Ça m'arrive souvent, c'est mon côté. Ok. Qui est d'accord à 50%? 75%? 100%? Créez un fan club, les amis, hein, parce que là, vous êtes bien partis. Hein.